Monsieur Letellier, Hervé Letellier, quelle joie de vous recevoir. Quel plaisir vous nous faites de venir conclure avec nous cette grande journée responsable du Technion de France. Première grande journée. Je rappelle que vous êtes le prix Goncourt 2020 pour le roman que j'ai adoré, L'Anomalie, et que vous nous faites le plaisir de venir aujourd'hui pour nous donner votre vision, finalement, de l'innovation responsable et revenir avec nous sur cette thématique qu'on avait prédéfinie ensemble, accès à la connaissance, une question d'existence. Finalement, vous allez apporter, vous, la petite touche philosophique à cet événement. Je voudrais que vous reveniez sur ces questions avec vos yeux d'écrivain, bien entendu, mais aussi, et ça les gens le savent moins, votre regard de scientifique, puisque vous avez une formation de mathématicien. Oui, alors je rappelle qu'un écrivain est un homme de l'écrit, pas de l'oral. Voilà, donc il faudra me pardonner si parfois je suis un peu confus. Enfin, ça aurait pu être pire, vous auriez pu inviter Modiano. Voilà. L'exergue de l'anomalie, c'est le vrai pessimiste, c'est qu'il est déjà trop tard pour l'être. Et on peut imaginer qu'effectivement, avec un sujet comme le vôtre, qui est la question de l'innovation, la question de la médecine, c'est une question centrale que le pessimisme, puisque l'humanité passe sa vie, passe son existence à espérer augmenter sa durée de vie et les conditions de cette vie qui lui reste à vivre. Donc ça m'a intéressé évidemment de suivre tous ces débats. J'ai vu évidemment des parallélismes avec certains de mes personnages. En particulier, j'ai pu voir que l'un de mes pilotes, qui ne cesse de mourir parce qu'il a atteint un cancer du pancréas, pourrait aujourd'hui trouver peut-être dans les années qui viennent une solution à son mal par les nanotechnologies et par ce médicament qui pourrait se délivrer au sein de l'organe malade. L'idée générale que j'avais en essayant d'aborder cette question, elle sera double. Si vous voulez bien, je voudrais parler de deux choses qui, moi, m'intéressent, qui est l'effet de la pandémie. J'ai l'impression que la pandémie, comme le réchauffement climatique d'ailleurs, a eu des conséquences très importantes sur notre vision du monde. J'ai l'impression qu'il s'est passé un premier phénomène qui est la fin réelle de ce qu'on peut appeler la géopolitique. Alors je vais essayer de m'expliquer dans ce que je veux dire par là. Je pense qu'il y a une dimension de la géopolitique qui est la géographie et qui a été mise à mal depuis des années et qui maintenant l'est définitivement par le fait que les maladies traversent les frontières et que donc la notion géographique, c'est une illusion de croire qu'on peut arrêter un virus à une frontière. Et la deuxième notion, c'est l'idée que les hommes eux-mêmes communiquent au-delà des frontières par des systèmes qui sont les réseaux. Et depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, on voit que ça a pris une place telle que dans les 2 dernières années, par exemple, on a passé son temps sur Zoom ou sur d'autres médias à essayer de se rencontrer alors qu'on était respectivement à des endroits très différents. Et finalement, ça a modifié notre rapport au monde de manière assez radicale dans les 2 dernières années. La fin de la politique, parce que quand il y a géopolitique, il y a aussi la notion de politique. J'ai l'impression que la notion d'économie qui a remplacé la force de la politique depuis des années, on l'a vu avec la place qu'occupent les États, en particulier l'Europe, dans leur gestion d'une crise comme celle du Covid, mais de manière générale dans la difficulté qu'on a de convention sur le climat, en convention sur le climat, à ce que les États prennent des décisions. Parce qu'évidemment, une décision sur le climat doit être mondiale et qu'il n'y a pas d'accord mondial. Donc cette absence de décision des États fait qu'il y a une sorte de perte de force de la politique. Cette perte de force de la politique fait qu'il y a une désaffection de la politique, qu'une partie non négligeable de la population s'en désintéresse, avec cette impression que, puisque selon la formule TINA, there is no alternative, qui est scandée de manière un peu générique par beaucoup de néolibéraux, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas d'alternative et que donc ça laisse la place à des populismes, ça laisse la place à des replis individuels qui peuvent déboucher sur du religieux ou du sectaire. Donc cette notion qui, moi, m'importe, qui est que la première fois depuis longtemps, l'humanité s'est vécue en tant qu'humanité. J'ai eu cette impression-là, c'est-à-dire que la crise du Covid a fait naître au sein de nous une notion plus générale. On regarde ce qui se passe au Mexique, on regarde ce qui se passe en Inde, et on a une notion finalement de nous-mêmes comme étant partie prenante de l'humanité. Et ça, c'est un phénomène qui finalement est contradictoire
et positif, une sorte de développement inégal et combiné de notre pensée, qui fait que nous sommes de plus en plus partie prenante d'une humanité et de moins en moins partie prenante d'une nation, d'une catégorie socio-professionnelle, d'une particularité individuelle. Cette notion d'humanité est devenue plus forte qu'auparavant, de manière assez contradictoire, alors qu'on pouvait finalement s'attendre à un repli. Il y a quand même une partie non négligeable de ça qui est très présente. Sur la question de la connaissance, je pense que la médecine représente pour la plupart des gens la pointe avancée de la connaissance, et encore plus maintenant. Parce que, évidemment, on a été confronté à un problème médical, qui est donc un problème technique, qui est aussi un problème scientifique. Et la notion entre la technique et la scientifique, d'ailleurs, a été longtemps confondue. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi les spécialistes de l'épidémiologie pouvaient être en désaccord les uns avec les autres. Et aujourd'hui, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris, en particulier sur le processus de la science, sur la recherche, sur le doute et sur les protocoles, ce qu'on peut appeler les protocoles. Donc la notion finalement de relation à notre monde est une relation qui à la fois est devenue plus globale et en même temps plus raisonnable, avec un peu plus de doute, avec aussi beaucoup plus d'espoir. Cette notion de l'espoir, je voudrais conclure là-dessus, elle m'amène à cette notion de la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est toujours ramener à cette notion idéale que les mythes grecs nous ont amenée, qui était la notion de le vol du feu par Prométhée. Le feu, c'est quoi? C'est l'emblème même de la connaissance. Un des livres de mon enfance, c'était un livre de Ronnie Henné, qui s'appelait La guerre du feu, qui est devenu un film de Jean-Jacques Hano, et qui raconte finalement la première connaissance humaine, l'accession à la possession de cet élément très étonnant qui est le feu, et le fait que sa possession donne un avantage compétitif considérable, évolutionniste, sur les autres animaux, puisque nous sommes des animaux. Et cet avantage compétitif, le mythe de Prométhée, amène à une autre question qui est, on va y revenir, à celle de l'espoir. Vous vous souvenez que Prométhée est puni par Zeus, et que dans cette punition, Zeus d'abord commence à l'enchaîner et à lui faire subir un supplice, mais surtout, il trouve un deuxième supplice pour toute l'humanité. Ce deuxième supplice, c'est quoi? C'est le cadeau qu'il va faire au frère de Prométhée, qui s'appelle Épiméthée. Pour se souvenir un tout petit peu simplement du sens des mots, Prométhée, c'est celui qui réfléchit avant, Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après. On lui offre donc comme cadeau une femme qui est sculptée de toutes pièces par Héphaïstos, donc le dieu forgeron. Et cette femme est dotée de toutes les qualités, et elle a en revanche un très gros défaut, c'est qu'elle est curieuse, et il lui offre une jarre, qui est devenue une boîte, mais qui est quand même une jarre, qu'on appellera la jarre de Pandore. Évidemment, elle est curieuse et elle ouvre la boîte, et ce qui est intéressant dans le mythe de Pandore, c'est qu'il raconte qu'en ouvrant cette boîte, Pandore laisse sortir tous les maux de l'humanité. Et ces maux de l'humanité, c'est quoi? C'est la guerre, la famine, la faim, l'épidémie, la maladie. Mais, écrit le mythe, le pire des maux reste au bord de la jarre. Et heureusement, on arrive à le renfermer, il reste prisonnier de la jarre, et ça reste le plus grand des maux néanmoins. Et c'est lequel? C'est Elpis, c'est l'espérance. Donc l'histoire qui dit que l'espérance est le pire des maux est une affaire relativement étonnante, puisqu'elle a directement à voir avec la question de la connaissance. Comment se fait-il que le pire des maux soit finalement l'espérance? Eh bien, ce que raconte finalement ce mythe, c'est que l'espérance, restant le pire des maux, ça veut dire qu'elle donne l'occasion de ne pas agir. L'occasion de ne pas agir puisqu'on espère. Et finalement, l'humanité, espérant sans agir, se confronte au danger de sa propre disparition. C'est aujourd'hui, à mon avis, la question essentielle, qui est qu'il ne faut pas avoir d'espoir et qu'il faut agir. Je pense que c'est la vertu principale de la réflexion sur la connaissance, qui est que l'espérance doit laisser la place à l'action. Voilà. Mais écoutez, formidable. Ça nous laisse beaucoup. On a matière à réfléchir, comme après la lecture de votre livre. Un très, très grand merci pour ça. Ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre dans quelques minutes pour une petite conclusion de cette grande journée scientifique.
avec Jacques Lévinaire, notre président, et Maurice Lévy, qui nous a fait le plaisir d'intervenir un peu plus tôt. Merci à vous. À tout de suite.